Donc, ça vous a été dit plusieurs fois depuis ce matin. Alors, je cherche aussi le bouton. Voilà. L'idée, au niveau du Centre pour l'égalité des chances, donc notre travail est la lutte contre les discriminations. Et donc, en fait, j'ai choisi de vous parler des aspects législatifs de la question de l'emploi des 45+, mais uniquement sous l'angle de la lutte contre les discriminations liées à l'âge. Alors, on se pose la question, évidemment, les intervenants qui ont précédé vous ont expliqué qu'effectivement, il y avait un certain nombre de discriminations qui existaient et qui étaient liées à l'âge dans le cadre de l'emploi. Discrimination qui repose sur toute une série de stéréotypes et de préjugés notamment. Et donc la question de la lutte contre la discrimination, contre les discriminations liées à l'âge dans le domaine de l'emploi, elle s'inscrit effectivement dans la volonté de reconnaître juridiquement l'égalité de traitement à l'ensemble des travailleurs. Et donc c'est à la fois essayer de mettre en œuvre une égalité formelle, c'est-à-dire que n'importe quel travailleur, quel que soit son âge, quel que soit le domaine dans lequel il est employé, puisse se prévaloir d'une égalité formelle. C'est aussi lutter contre les désavantages qui sont liés à l'âge, et donc on a eu l'occasion déjà de vous en parler à diverses reprises. Et c'est aussi, et donc là on entre plus dans le vif du sujet, c'est aussi lutter contre les discriminations directes et indirectes qui sont fondées sur l'âge et qui se manifestent dans le domaine de l'emploi. Alors, Bruno vous l'a dit, on travaille au Centre pour l'égalité des chances sur 19 critères de discrimination. Enfin, presque 19 critères, car certains ne sont pas des critères qui rentrent dans le champ de compétences du centre, mais en tout cas, on travaille sur des critères, de multiples critères de discrimination, et les directives, la directive 2078 notamment, dont M. Stocking a eu l'occasion de vous parler, intègre le critère de l'âge parmi les critères de discrimination qui sont prohibés. Alors, on peut se poser la question, et il y a beaucoup de juristes qui se sont déjà posé la question, de savoir si l'âge était ou pas un critère de discrimination comme un autre critère de discrimination. Dans le sens où, à partir du moment où on lutte contre la discrimination sur base du handicap ou sur base de l'orientation sexuelle, on va déterminer un cadre précis, on va déterminer un groupe précis, un concept précis, un groupe précis de personnes, et on va déterminer un concept précis qui est la question qu'est-ce qu'un handicap ou qu'est-ce que l'orientation sexuelle. Par contre, le critère de l'âge, on se rend compte qu'il est assez difficile à conceptualiser en tant que tel, et donc c'est vrai qu'on va se référer à l'âge chronologique, mais la difficulté qui se pose, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'un âge chronologique, on parle d'un âge X à un moment Y déterminé. Et l'âge évolue. Et donc, c'est difficile de conceptualiser en tant que tel le critère de l'âge. On se rend compte aussi que le critère de l'âge, le fait d'établir des distinctions, d'établir des différences de traitement sur l'âge, est extrêmement présent. Notamment lorsqu'on se penche sur les offres d'emploi qui sont quotidiennement publiées dans les quotidiens, dans les journaux, et qui sont aussi publiées sur les sites internet, on voit que le critère de l'âge est extrêmement présent dans ces offres d'emploi, et le Centre pour l'égalité des chances en 2008 a fait une analyse de 250 offres d'emploi, et il a remarqué que le critère de l'âge était à la fois présent parce que soit on évoquait dans les offres d'emploi directement le critère de l'âge, ce qui aujourd'hui existe de moins en moins, mais qui est encore dans certaines offres d'emploi, et parfois on est étonné de voir que certains organismes, même publics, font directement référence aux critères de l'âge. Ou alors on ne renvoie pas directement aux critères de l'âge dans les offres d'emploi, mais on va renvoyer à des critères qui vont indirectement renvoyer à l'âge. Par exemple, on va parler de la carrière de la personne ou d'une phase de sa vie. On va dire on cherche des travailleurs starters ou des travailleurs juniors. Et donc on ne renvoie pas directement aux critères de l'âge en tant que tel, mais on renvoie à des catégories de travailleurs dont l'âge est important.
Ou bien alors, on va renvoyer dans le vocabulaire qu'on utilise à la culture de l'entreprise ou à la composition du personnel de l'entreprise. Vous voulez entrer dans une équipe jeune et dynamique qui est en recherche de nouveaux défis. Voilà, et donc on voit qu'il y a une référence implicite au fait que si vous voulez rentrer dans une équipe jeune et dynamique, vous avez intérêt, vous aussi, à être un candidat jeune ou dynamique. Et puis, il y a le langage et les photos qui sont utilisées. On voit souvent dans les offres d'emploi des photos de jeunes travailleurs qui sont autour d'une table de travail. On emploie souvent dans les offres d'emploi le tutoiement, ce qui invitera des travailleurs, des candidats plus jeunes à postuler. Tu recherches un travail avec des défis pour l'avenir. Et donc, on voit que l'offre d'emploi ne fait pas une référence explicite et directe aux critères de l'âge, mais que, dans cette offre d'emploi, on réfère quand même à l'image de travailleurs qui seront plus jeunes. On utilise un langage qui va, a priori, ferrer un candidat plus jeune. Et puis, certaines offres d'emploi vont faire référence à une expérience maximale, et donc on retrouve l'idée de l'évolution de la carrière. On cherche des travailleurs qui ont maximum 5 ans d'expérience, par exemple, ou qui n'ont pas, qui en sont à leur premier emploi, ou qui n'ont pas une expérience de plus de 7, 8, 9, 10 ans. Et donc, on voit que les offres d'emploi font référence régulièrement à l'âge. Alors, c'est vrai que le critère de l'âge comme critère de discrimination va soulever un certain nombre de questions spécifiques. Et ces questions, on les retrouve énormément dans la littérature des sociologues et des économistes qui traitent de la question de la discrimination sur l'âge. Et donc, je vous l'ai déjà dit, on se trouve avec une difficulté à déterminer des caractéristiques spécifiques et fixes qui vont définir des groupes d'âge particuliers. On se trouve aussi avec une situation qui fait que tout le monde vieillit et que donc on ne peut pas déterminer un groupe particulier à un moment donné, puisque tous les travailleurs, tous les candidats travailleurs sont des gens qui évoluent, qui avancent en âge, on vieillit tous, et donc on n'est pas concerné par les mêmes questions concernant l'âge à 30 ans qu'à 45 ans et plus. Et puis, on sait aussi que certaines distinctions sur l'âge qui sont réalisées vont reposer sur une série de motifs rationnels et vont répondre à des objectifs économiques et sociaux qui sont des objectifs valables. Donc, on va faire une distinction sur l'âge parce qu'il s'agira de mettre à l'emploi des catégories de travailleurs plus jeunes qui n'ont pas encore travaillé. Et donc, on peut se demander dans quelle mesure, dans ces situations-là, à partir du moment où on va poursuivre un objectif économique et social qui est en tout cas légitime et qui est valable, on ne peut pas effectivement considérer que les distinctions sur l'âge peuvent être admissibles. Et puis, le critère de l'âge, c'est aussi un critère un peu à double tranchant, dans le sens où, lorsqu'on établit une distinction sur l'âge dans le cadre du travail, par exemple, on voit que ce n'est pas uniquement au moment où on va recruter qu'on établit une distinction sur l'âge, mais c'est aussi, par exemple, au moment où on va attribuer des congés supplémentaires à des personnes à partir d'un certain âge dans le cadre du travail. Et donc, on va considérer que des travailleurs de plus de 45 ans vont avoir droit à un jour de congé supplémentaire par année de travail, par exemple. Et donc, on voit que le critère de l'âge va aussi être utilisé pour établir des distinctions, mais qui vont, à un moment donné, favoriser le travailleur plus âgé. Et donc, c'est un peu un critère qui est à la fois blanc et à la fois noir. Et puis, on voit que même au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc dans une affaire qui s'appelait Age Concern, on voit que même les magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme ne considèrent pas toujours le critère de l'âge comme étant un critère de discrimination au même titre que le critère du sexe, le critère de la race, le critère du handicap, par exemple, et ils considèrent que ce n'est pas un vrai critère suspect, comme l'est automatiquement le fait de faire une distinction sur base de l'origine d'une personne ou sur base de son sexe. Et donc, on voit qu'il y a effectivement autour de l'âge un espèce de flou artistique qui fait que travailler sur la question de la lutte contre les discriminations sur base de l'âge est encore plus difficile, je vais dire, que travailler sur la question de la lutte contre les discriminations basée sur les 18 autres critères prévus légalement. Alors, il y a un cadre juridique autour des distinctions basées sur l'âge dans l'emploi,
Monsieur Stocking a eu l'occasion de vous en parler. D'une part, on a effectivement la directive 2078 qui a été adoptée en 2000 et qui vise à organiser un cadre général en faveur de l'égalité de traitement dans le domaine de l'emploi, qui va un peu poser le cadre et qui va, en premier lieu, identifier et obliger les États membres à adopter des textes qui vont protéger les travailleurs contre les discriminations, notamment contre les discriminations basées sur l'âge. Alors en Belgique, la réflexion sur la lutte contre les discriminations a commencé bien avant 2007, puisqu'il y a eu une loi précédente qui était la loi du 25 février 2003, que la Cour d'arbitrage, à l'époque Cour d'arbitrage, aujourd'hui Cour constitutionnelle, a remis en cause. Et donc c'est aujourd'hui sur base de la loi fédérale du 10 mai 2007 qu'on va s'appuyer pour travailler en termes de discrimination sur base de l'âge lorsqu'il s'agit des compétences du législateur fédéral. Donc en matière d'emploi, ça veut dire tout le domaine de l'emploi privé, tout ce qui relève de la loi sur les contrats de travail de 1978, et en matière d'emploi public, ça va concerner tous les travailleurs des services publics fédéraux, en ce compris les travailleurs des EIP et des cabinets ministériels, des organismes gouvernementaux au niveau fédéral. Alors, la Belgique est un État fédéral, et donc il y a également des entités fédérées qui, elles aussi, ont légiféré en matière de lutte contre les discriminations. Plus spécifiquement, la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont légiféré en matière de lutte contre les discriminations. Le décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 12 décembre 2008 et celui de la région Wallonne du 19 novembre 2009, vous pouvez les trouver sur le site internet du Centre pour l'égalité des chances, donc www.diversité.be. Ces décrets vont eux aussi poser l'interdiction de la discrimination directe et indirecte sur l'âge dans le domaine de l'emploi, pour lesquels ils sont compétents. Et en ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça va être tout le secteur public et le secteur de l'enseignement qui relève de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au niveau de la région Wallonne, ça va être, en ce qui concerne l'emploi, tout ce qui concerne les intermédiaires sur le marché de l'emploi et tout ce qui va concerner les travailleurs de la fonction publique wallonne, qu'ils soient statutaires ou qu'ils soient contractuels. Donc vous voyez que les législations prises au niveau belge en matière de lutte contre les discriminations vont protéger dans chaque domaine les travailleurs en ce qui concerne les discriminations basées sur l'âge dans le domaine de l'emploi. Alors, quand on parle de domaine de l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel cadre est-ce qu'on est protégé contre les discriminations basées sur l'âge dans le domaine de l'emploi? Alors, les législateurs, lorsqu'ils parlent de domaine de l'emploi, vont parler à la fois, je vous l'ai dit, de l'emploi public et de l'emploi privé, vont parler de toutes les étapes de la relation de travail. Ça veut dire que ça commence lors du recrutement, mais déjà en amont, il y a une interdiction de discriminer au niveau des offres d'emploi. Ça veut dire, au niveau de tout ce qui va concerner la formation professionnelle des travailleurs, l'accès à des formations professionnelles qualifiantes au cours des relations de travail, et aussi les promotions, donc l'accès à diverses promotions. Ça va aussi concerner tout ce qui concerne la rémunération des travailleurs. Et là, il y a un gros volet, puisqu'on sait que il y a un certain nombre de conventions collectives de travail, beaucoup ont été revues aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de conventions collectives de travail d'entreprise, mais aussi au niveau sectoriel, et même de conventions qui avaient été adoptées au niveau du CNT, qui liaient les barèmes de rémunération à l'âge. Cette situation est corrigée aujourd'hui, mais on verra que certains critères qui remplacent le critère de l'âge peuvent quand même indirectement renvoyer également au critère de l'âge dans la liaison de la rémunération à l'avancement au niveau de l'emploi. Et c'est tout ce qui concerne aussi les licenciements, avec la question des
des fins de carrière de manière générale, donc de l'accès à l'âge de la retraite, mais aussi des licenciements d'entreprise, dans le cadre des licenciements collectifs, dans le cadre des liquidations d'entreprises, dans le cas des faillites. Et donc on va voir qu'à ce moment-là, il est aussi interdit de discriminer sur base de l'âge, à partir du moment où on va adopter des plans de licenciement collectifs, et on va voir qu'il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser dans ces situations-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire discriminer sur base de l'âge? Eh bien, Bruno a eu l'occasion déjà de vous dire que quand on parle de discrimination sur base de l'âge, on parle à la fois de ce qu'on va qualifier de distinction directe et de distinction indirecte sur base de l'âge. Alors, une distinction directe, ça veut dire c'est le fait de traiter de manière moins favorable une personne dans la même situation, qui se trouve dans la même situation qu'une autre personne, mais elle est traitée de manière moins favorable, et ici c'est en raison de son âge qu'elle est traitée de manière moins favorable. Cette distinction va devenir une discrimination basée sur l'âge à partir du moment où cette distinction ne peut pas être justifiée selon un des procédés qui va être notamment déterminé par les lois. Ça, c'est la distinction directe. Donc, à partir du moment où on mentionne un âge maximal dans une offre d'emploi, on est bien entendu dans de la distinction directe. Maintenant, le plus souvent, évidemment, la discrimination sur base de l'âge, elle se manifeste plus spécifiquement de manière indirecte. C'est à partir du moment où on va adopter une norme qui est générale, qui va s'appliquer apparemment de la même manière à tous les travailleurs ou à tous les candidats travailleurs, quel que soit leur âge, mais qui va discriminer plus particulièrement une certaine catégorie de travailleurs, qui va induire un traitement moins favorable, plus particulièrement pour une certaine catégorie de travailleurs à cause de leur âge, qu'on va parler de discrimination indirecte, à partir du moment où on ne peut pas justifier cette distinction. Alors, je vais prendre par exemple un exemple de discrimination indirecte. Eh bien, à partir du moment où on utilise un certain langage, je vous ai dit tout à l'heure, où on fait référence à la culture de l'entreprise en évoquant, par exemple, le fait qu'on travaille, qu'on va s'intégrer dans une équipe jeune et dynamique. Tu veux intégrer une équipe jeune et dynamique, et on ajoute à ça, dans l'offre d'emploi, la photographie d'un groupe de jeunes travailleurs qui travaillent et qui s'amusent au travail. On se rend compte que indirectement, qui ne va pas postuler à ce genre d'offre d'emploi? Une catégorie de travailleurs qui va estimer qu'à cause de son âge, une catégorie de candidats, de travailleurs potentiels, qui va estimer qu'à cause de son âge, elle ne peut pas rentrer dans les conditions qui sont décrites et elle ne va pas pouvoir satisfaire et donc être engagée. Et donc là, on est dans un processus de distinction indirecte qui peut devenir de la discrimination indirecte si cette distinction n'est pas justifiée. Donc voilà, donc je vous ai remis un petit schéma en disant, voilà, à partir du moment où on dit « je ne veux pas engager un travailleur de plus de 45 ans », on est dans de la distinction directe, qui devient de la discrimination directe si elle n'est pas justifiée. Et si on dit « je n'engage que des travailleurs qui ont moins de 5 ans d'expérience », il y a tout un groupe de travailleurs, évidemment, qui a plus de 5 ans d'expérience, mais aussi parce qu'il est plus âgé, parce que ce sont des travailleurs plus âgés, des candidats plus âgés, qui vont être traités moins favorablement, et sans justification, on va parler alors de discrimination indirecte. Alors, il y avait un slide qui reprenait ça, mais comme j'ai travaillé avec 2 logiciels différents, il y a eu un petit problème de compatibilité. Alors, je vous le disais, on peut distinguer. Donc, les législations antidiscrimination disent on ne peut pas faire de distinction de traitement sur base de l'âge, sauf si on peut justifier ces distinctions de traitement. Et donc, certaines distinctions de traitement, même sur base de l'âge, vont pouvoir se faire. Mais la question, c'est évidemment de savoir comment on va pouvoir justifier ces distinctions de traitement de manière à ce qu'elles puissent être légalement acceptables. Et donc, la législation antidiscrimination, la loi du 10 mai 2007, va s'inspirer de la directive 2078 pour donner un système de justification qui est, entre guillemets, relativement large,
a la possibilité de faire des distinctions de traitement sur base de l'âge, puisqu'elle va dire qu'on doit pouvoir justifier la distinction de traitement sur base de l'âge, soit par le fait qu'il y a une exigence professionnelle essentielle et déterminante, c'est-à-dire le fait qu'il ne soit pas possible de faire le travail si on a plus qu'un certain âge. Et là, on voit qu'on est dans une situation où il y aura très peu de situations qui vont rentrer dans cette catégorie-là, à moins d'imaginer qu'on doit jouer une pièce de théâtre où on incarne un acteur qui a un âge certain, sachant encore qu'avec le maquillage aujourd'hui on peut faire des miracles, mais donc à ce moment-là on va considérer qu'il y a une vraie exigence à avoir un certain âge ou à ne pas avoir un certain âge pour pouvoir accomplir la fonction. Mais les législations belges vont un cran plus loin, elles disent aussi qu'on peut justifier une distinction, directe ou indirecte sur base de l'âge, en invoquant ce qu'on va appeler une justification objective et raisonnable. Alors, invoquer une justification objective et raisonnable, ça suppose de travailler au cas par cas, d'analyser évidemment chacune des situations dans lesquelles on invoque une distinction directe ou indirecte sur base de l'âge. Et donc, ça suppose, par exemple, à partir du moment où, dans une offre d'emploi, on va dire qu'on mentionne le fait qu'on n'engage que des étudiants, ou qu'on n'engage que des travailleurs, que des candidats qui en sont à leur première expérience professionnelle. On voit de nouveau ici que la référence qui est faite en disant « je cherche des étudiants, je cherche des travailleurs qui sont à leur première expérience professionnelle » renvoie à un groupe d'âge majoritairement jeunes, et les personnes âgées vont avoir, plus âgées en tout cas, de 45 ans et plus, vont avoir moins de chances d'être sélectionnées. Et donc, on voit dans cette situation-là que la seule justification qui pourrait rentrer en ligne de compte et qui pourrait constituer une justification objective et raisonnable au fait de chercher des étudiants pour telle catégorie de travail, c'est le fait qu'on est dans le cadre d'un recrutement de jobistes étudiants dans les conditions légales de ce recrutement de jobistes étudiants. Et donc, on voit que pour travailler sur la notion de justification, pour identifier la notion de justification, il va falloir se référer non seulement au contenu du travail, ce qui va référer à l'exigence professionnelle essentielle et déterminante, quel est le contenu du travail, quels sont les critères de compétences qu'on attend pour la personne qui va devoir travailler. Ça suppose de se référer à la nature de la fonction. Tiens, est-ce que c'est une fonction de type lourde ou de type non lourde, par exemple, mais ça suppose aussi, et c'est un élément extrêmement important, de ne pas se baser sur des préjugés et des stéréotypes qui sont ultra courus. Bruno a eu l'occasion de vous en exposer certains, mais par exemple, le fait de dire, voilà, un travailleur âgé ou plus âgé, s'il a plus de 45 ans, il est forcément beaucoup plus vite fatigué, il ne va pas pouvoir effectuer des tâches qui sont lourdes, physiquement ou mentalement. Dans ces situations-là, on est vraiment dans le stéréotype, et la seule personne qui est à même d'évaluer si le travailleur va pouvoir physiquement et mentalement faire le travail, c'est évidemment le médecin du travail qui sera à même de déterminer l'aptitude du travailleur. Donc on est vraiment dans une situation où l'âge ne peut pas être ipso facto considéré comme un facteur d'incapacité, d'inaptitude du travailleur à effectuer un travail. On ne peut pas non plus se baser sur un stéréotype ou un préjugé qui consisterait à dire voilà, une personne jeune ne va pas pouvoir diriger une équipe parce que dans l'équipe de travailleurs qui est la mienne, il y a des travailleurs qui ont déjà 20 ans de bouteille. Je ne peux pas engager un travailleur plus jeune parce que il n'aura jamais d'autorité, il n'arrivera jamais à effectuer des tâches de management. On est de nouveau dans le stéréotype qui ne peut jamais être considéré comme une justification objective et raisonnable ou une exigence essentielle. On ne peut pas non plus invoquer le fait que « ah mais non, ça va pas aller, on va pas engager cette personne, elle a 45 ans ou elle a 45 ans, vous vous rendez compte, il y a 2 ans de formation pour effectuer ce travail, ça veut dire qu'elle va arriver, elle aura presque 50 ans, donc ça va pas aller dans l'entreprise. » Ça aussi, c'est un préjugé.
Et puis aussi l'idée de se dire, ben oui, plus un travailleur est jeune, plus il est flexible, plus il est dynamique. Les vieux perdent leur flexibilité, Bruno l'a dit, les vieux perdent leur caractère dynamique, ils sont beaucoup plus pessimistes, ils en ont plus vite marre, ils sont rétifs au changement, et donc on ne va pas les engager pour ces raisons-là. Tous les stéréotypes qui sont pourtant extrêmement véhiculés, Bruno a eu l'occasion de vous l'exprimer, ne sont pas des justifications objectives et raisonnables. Oui, mais alors, quoi? Quelle justification objective et raisonnable? Alors, les directives européennes, la directive 2078 et les lois belges et décrets belges de lutte contre les discriminations vont encore au-delà de la notion de justification objective et raisonnable. Ils vont donner une piste supplémentaire en matière de distinction de traitement sur l'âge. Et ils vont dire, il est également possible de distinguer sur base de l'âge à partir du moment où la justification qu'on va invoquer repose sur un objectif légitime, notamment un objectif qui est en lien avec le marché du travail, l'état du marché du travail, de la formation professionnelle ou tout autre objectif comparable. Et donc la question c'est, pour autant que les moyens qu'on met en œuvre pour réaliser cet objectif légitime par rapport à l'état du marché du travail, par rapport à la formation professionnelle, est un objectif qui va être mis en œuvre par des moyens adéquats et des moyens proportionnés. Alors, il y a eu plein de jurisprudence européenne qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme sur ce type de mesures qui sont prises pour des raisons qui sont liées au marché du travail et à la formation professionnelle. Mais c'était toujours de la jurisprudence européenne, ou dans la majorité des cas, de la jurisprudence européenne qui venait évaluer des mesures qui étaient prises par des États pour déterminer, par exemple, le fait, je pense à un arrêt célèbre qui s'appelle l'arrêt Mangold, qui est déjà un arrêt assez ancien, et que s'il y a des juristes parmi vous, certains connaissent peut-être, c'est un arrêt dans lequel l'État allemand a été condamné par la Cour européenne, par la Cour de justice des communautés, parce que il s'agissait d'une mesure qui visait à mettre en place un processus qui consistait à donner aux travailleurs de plus d'un certain âge, de plus de 58 ans, si mes souvenirs sont bons, de leur donner un contrat de travail plus précaire que les travailleurs moins âgés, ce qui permettait de les licencier plus facilement, de manière à faire en sorte que le travail puisse, à un moment donné, tourner et que des jeunes travailleurs puissent être engagés à leur place. Et à cet égard, la jurisprudence européenne dit que on a utilisé le critère de l'âge, on a utilisé un objectif légitime, mais cet objectif n'a pas été satisfait par les moyens qui étaient mis en place, parce que les moyens étaient disproportionnés et qu'on privait un certain nombre de travailleurs d'un droit à une stabilité de l'emploi sur le marché du travail pendant un nombre d'années qui était un nombre d'années trop important. Alors il y a d'autres jurisprudences européennes, mais je ne vais pas vous noyer là-dedans. Hein, on peut en reparler pendant les questions si certains sont intéressés. Toujours est-il que la jurisprudence européenne commence à évoluer, commence à s'inscrire sur la question de ce qu'est un objectif légitime en ce qui concerne les politiques étatiques par rapport au marché de l'emploi et au marché du travail. Mais la question qui se pose toujours, c'est de savoir quid au niveau des entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Qu'est-ce qui est un objectif qui va être un objectif légitime, tant en ce qui concerne le marché du travail, de la formation professionnelle, ou un objectif comparable qui va pouvoir être invoqué par une entreprise pour refuser des travailleurs qui sont des travailleurs avec un certain âge, des travailleurs qui ont 45 ans et plus. Et donc, les questions qui se posent, c'est de savoir, est-ce qu'une entreprise peut invoquer des considérations purement financières? Par exemple, des considérations qui consistent à dire, moi, ce que je veux, c'est diminuer les coûts salariaux dans mon entreprise, et je sais que les travailleurs plus âgés vont coûter beaucoup plus cher. Je veux diminuer, en tout cas maintenir une continuité dans mon entreprise et maintenir par exemple une pyramide des âges. Donc ça c'est une autre justification qu'une justification purement financière.
Mais ça peut être aussi au niveau financier. Je voudrais que les investissements que je fais en termes de formation professionnelle de mes travailleurs puissent être rentabilisés et optimalisés au maximum. Et donc financièrement, j'estime que je peux me limiter à engager des travailleurs plus jeunes parce qu'ils vont travailler plus longtemps dans mon entreprise et que mon coût de formation finalement à long terme sera rentabilisé. Ou bien certains vont dire ah ben écoutez, moi c'est parce que c'est social, hein. J'estime que mon entreprise a des objectifs, poursuit des objectifs sociaux et je veux mettre au travail une catégorie de travailleurs d'un certain âge. Je veux favoriser la participation de certains travailleurs d'un groupe d'âge particulier. Alors dans chacune de ces justifications, il y a chaque fois à boire et à manger, et c'est ça qui est difficile. Donc c'est difficile d'évaluer ce qu'est une justification objective et raisonnable par rapport à l'ensemble de ces justifications. Quand on va invoquer une considération financière, et uniquement une considération financière, en tout cas, on peut considérer que ces considérations-là ne seront jamais suffisantes en termes d'objectifs légitimes. Donc les considérations financières des entreprises ne seront jamais suffisantes en termes d'objectifs légitimes. Alors si on allie ces considérations financières à d'autres considérations comme le fait de dire je veux que la pyramide des âges dans mon entreprise s'inverse peu à peu, ou je veux garantir la continuité de mon entreprise sur le long terme, or je vois que mes travailleurs sont en train de vieillir, eh bien il s'agira à ce moment-là de pouvoir apporter des statistiques qui sont des statistiques claires, propres à l'entreprise, qui vont déterminer effectivement la pyramide des âges dans l'entreprise, mais de prendre aussi en considération, en termes de proportionnalité, des facteurs tels que la mobilité des jeunes travailleurs dans l'entreprise. On sait que ce n'est pas parce qu'on travaille avec des jeunes travailleurs que pour autant on va garder ces jeunes travailleurs. Et on n'est pas certain, en engageant des jeunes travailleurs, qu'on va garantir la continuité de l'entreprise sur le long terme. Et donc, chaque fois, il va falloir mettre en balance l'ensemble des justifications. Alors, la question de stimuler la participation de certains groupes d'âge, c'est essentiellement un enjeu qui est plus étatique et qui n'est aujourd'hui pas, et on le verra quand on va parler dans quelques minutes des actions positives, qui n'est aujourd'hui pas un enjeu qu'il est possible de défendre au niveau des entreprises en tant que telles. Alors évidemment, il y a des exceptions spécifiques qui sont également prévues. Il est évidemment permis de faire des distinctions de traitement sur base de l'âge à partir du moment où ces distinctions sont fixées par une loi. Là aussi, mon logiciel a oublié un exemple, mais donc c'est l'exemple, par exemple, des règles du travail de nuit des jeunes travailleurs. On sait qu'à ce moment-là, la loi prescrit un certain âge et il faut respecter la législation. Si on estime que la législation est discriminatoire, c'est alors du ressort de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'État si on est dans des réglementations par arrêté. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir opposer les législations antidiscrimination à l'application d'une législation qui fixe des critères d'âge. Et les lois fédérales comme les décrets régionaux et communautaires en matière de lutte contre les discriminations disent aussi qu'en matière de prestations de sécurité sociale, la fixation de certaines catégories d'âge et notamment d'un âge minimum pour l'accès aux prestations de pension sont évidemment des critères, des limitations, des distinctions sur base de l'âge qui sont des distinctions admissibles. Et les barèmes alors. Et la question des barèmes de rémunération basés directement sur l'âge. Alors comme je peux vous le dire, on se trouve dans une situation où les barèmes liés à l'âge sont des barèmes qui ne sont pas conformes à la directive 2078 et aux législations belges, régionales, communautaires et fédérales en matière de lutte contre les discriminations. Et si on se réfère aux causes de justification, ça voudrait dire que dans toutes les conventions collectives de travail sectorielles, et au niveau des entreprises mêmes, il faudrait pouvoir prouver la justification objective et raisonnable pour chacun des métiers qui sont visés par les conventions collectives de travail. Alors c'est vrai que on pourrait considérer que les CCT qui lient encore le barème à l'âge sont aujourd'hui des CCT dont les dispositifs de liaison du barème à l'âge sont nuls. La nullité de ces clauses entraînant non pas l'annulation de la CCT, mais ce qu'on va appeler le leveling up. Donc ça veut dire que on va monter
le salaire de tous les jeunes travailleurs au niveau salarial des travailleurs plus âgés, moyennant également le paiement d'arriérés de rémunération. Alors c'est vrai que en 2007 déjà, le ministre de l'Emploi de l'époque a adressé au président de commission paritaire, aux organisations représentatives des travailleurs et des employeurs une note dans laquelle il demandait l'adaptation de l'ensemble des CCT. Et aujourd'hui, on a une transposition progressive pratiquement partout de l'ensemble des barèmes liés à l'âge. Et le critère qui est aujourd'hui utilisé en lieu et place de l'âge est celui de l'expérience professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'expérience professionnelle? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de déguiser quelque part un critère lié à l'âge? Et donc, c'est un critère qui va évidemment générer des difficultés, parce que en termes d'expérience professionnelle, on ne va pas pouvoir valoriser de la même manière des intérimaires, qui ont cumulé des petites expériences de travail avec plein de trous dans leur carrière, ou des personnes qui ont cumulé des contrats à durée déterminée. Alors, si on prend ce critère au sens large, on peut considérer qu'il n'est pas un critère discriminatoire, à condition évidemment qu'on tienne compte dans le critère de la liaison de la rémunération à l'expérience professionnelle de toutes les expériences professionnelles, que ce soit les stages, les intérims, les CDD, les CDI, et qu'on assimile toute une catégorie de périodes qui sont spécifiquement des périodes qui vont viser les femmes, parce qu'on va parler du repos d'accouchement, du repos de maternité, et ce sont des périodes qui sont liées à des risques spécifiques de discrimination, comme par exemple les périodes de chômage, de maladie, de créditants. Et donc, si on prend l'expérience au sens large, en intégrant dans ces dimensions d'expérience toutes les expériences et les périodes assimilées, on peut considérer que ça ne sera pas discriminatoire. Par contre, si on se base uniquement sur les expériences valorisables en termes d'emploi, alors à ce moment-là, on pourrait très bien considérer que la liaison du barème de rémunération à l'expérience est aussi discriminatoire que la liaison du barème à l'âge. Et dans les offres d'emploi, on voit que, donc, outre la question de la liaison de la rémunération, on voit que dans les offres d'emploi, la notion de l'expérience est aussi de plus en plus utilisée. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'expérience minimum d'un candidat, ça peut être non discriminant. Si on exige, par exemple, dans une offre d'emploi qu'on veut engager des candidats qui ont une expérience minimale de 5 ans dans le secteur, pour autant que cette exigence d'expérience soit en lien avec le contenu du travail à pourvoir, c'est-à-dire qu'il y ait une justification au fait d'exiger une expérience pour le travail à pourvoir. En revanche, ce qui constitue l'exigence d'une expérience maximale, c'est souvent, très souvent, une distinction indirecte sur base de l'âge, puisqu'on verra que les candidats qui ont plus d'expérience vont être exclus et de manière injustifiée. Alors, je vous ai parlé de la lutte contre les discriminations basées sur l'âge, c'est un enjeu. Maintenant, les législations antidiscrimination abordent aussi un autre enjeu avec plus ou moins de succès. Au-delà de la lutte contre les discriminations basées notamment sur l'âge, les législations vont encourager également l'emploi ici des 45 ans et plus, mais en tout cas l'emploi de l'ensemble des travailleurs, l'emploi de toutes les catégories d'âge de travailleurs. Et les législations antidiscrimination, que ce soit au niveau fédéral, régional ou communautaire, vont adopter ce qu'on appelle un article qui prévoit que des mesures d'action positives vont pouvoir être prises en faveur de certaines catégories de travailleurs, moyennant le respect de certaines conditions particulières. Et donc, l'idée c'est de dire qu'une distinction directe ou indirecte ne va pas être considérée comme une discrimination, voilà, à partir du moment où cette distinction directe ou indirecte est le résultat d'une mesure qui a été prise parce qu'on a analysé le marché de l'emploi à un certain moment donné, et que sur l'analyse du marché de l'emploi à un certain moment donné, il a été établi qu'il existait une inégalité manifeste entre certaines catégories de travailleurs, ici en raison de leur âge, que la disparition de cette inégalité est un objectif à promouvoir en termes de politique publique et de politique sociale,
et que la mesure qui est prise pour corriger cette inégalité doit être temporaire et de nature à disparaître dès que l'objectif va être atteint. Pour autant, évidemment, qu'elle ne restreigne pas les droits des autres catégories de travailleurs. Alors, encore une fois, excusez-moi pour les slides, mais je pense que les deux logiciels n'ont pas fait les bonnes compatibilités, d'où le layout qui est un peu cochonné. Alors, ces mesures d'action positive, est-ce qu'elles existent aujourd'hui? Alors, elles existent aujourd'hui, d'ores et déjà, quand on parle des plans Activa+, de toutes les mesures de réduction de charges patronales à partir du moment où on va engager des travailleurs de plus de 45 ans, etc. Le problème est qu'aujourd'hui, ces mesures d'action positive sont, entre guillemets, à la marge en termes de légalité. Pourquoi? Parce que toutes les réglementations antidiscrimination prévoient que des arrêtés royaux au niveau du fédéral et des arrêtés du gouvernement au niveau des entités fédérées soient pris pour déterminer les hypothèses et les conditions de ces actions positives. Or, il n'y a aucun de ces arrêtés qui a abouti à ce jour. Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances a déjà recommandé, a déjà participé à des travaux au niveau du CNT sur ces questions. Et donc, l'idée, c'est effectivement de prévoir, dans des arrêtés spécifiques, une participation d'un certain nombre d'acteurs au niveau de la concertation sociale et d'évaluer parfois les chiffres sur lesquels on se base pour prévoir ces actions positives au niveau des chiffres qui émaneraient de certaines commissions paritaires et pas de chiffres globaux au niveau du marché du travail, de prévoir un organisme de contrôle de ces actions et donc de permettre par cela à des entreprises privées, elles aussi, de mener des politiques d'action positive dans leur secteur, compte tenu des chiffres qui seraient des chiffres en termes de constat qui seraient faits au niveau des commissions paritaires. Tout ça n'a pas encore abouti à ce jour. Donc aujourd'hui, les plans existent. On pourrait dire qu'ils sont légaux puisqu'ils résultent d'une législation. Néanmoins, ils devraient répondre à un certain nombre de critères qui n'ont pas été établis comme il se doit. Et au niveau des entreprises aujourd'hui, toute mesure d'action positive ne pourrait pas être considérée comme valable parce qu'elle n'est pas, elle devrait normalement satisfaire aux exigences d'un arrêté qui en déterminerait les hypothèses et les conditions. Voilà, je pense que j'ai essayé de vous brosser le tableau de ce qu'était la lutte au niveau juridique contre les discriminations basées sur l'âge et de comment on pouvait au niveau juridique encourager l'emploi sur l'âge. Et je vous remercie de votre attention.